Bonjour chers élèves, alors on reprend avec donc les effets négatifs du protectionnisme. On va faire un premier argument. Donc alors, le but de la manœuvre là est d'expliquer pourquoi le protectionnisme peut avoir des inconvénients. On a fait dans le petit 2 les avantages que pouvait avoir le protectionnisme ou les raisons pour lesquelles on était fondé à recourir à des mesures protectionnistes. Là, on va expliquer en quoi ça n'a pas que des bons côtés. Donc premier argument, je commence là. Donc les mesures protectionnistes impliquent une perte de bien-être pour les consommateurs. En effet, la mise en place d'une mesure protectionniste, qu'elle soit tarifaire ou non tarifaire, c'est-à-dire, vous vous souvenez, soit on agit directement sur le prix par l'intermédiaire de droits de douane ad valorem, on applique un pourcentage sur le prix qui va venir à l'augmenter, qui fait que du coup il coûtera plus cher pour les consommateurs nationaux. Ou alors, les mesures non tarifaires, c'est des limitations quantitatives, autrement appelées des quotas. Donc vous limitez quantitativement le nombre d'importations et la raréfaction du produit fait que, de la même façon, son prix augmente parce qu'il est plus rare. Dans un cas comme dans un autre, le prix à la revente sera plus élevé. Donc, donc la mise en place d'une mesure protectionniste a pour conséquence d'augmenter le prix auquel vendent les producteurs nationaux. Les consommateurs Les consommateurs nationaux sont donc obligés de payer un prix plus élevé que celui qui s'établirait en libre-échange. Cette hausse du prix entraîne donc un transfert de richesse des consommateurs vers les producteurs, c'est-à-dire qu'il y a une partie du surplus du consommateur qui est captée par le producteur. On va revenir sur la notion de surplus dans un instant. Et même si le bien-être des producteurs nationaux se trouve augmenté, effectivement, il y a une partie du surplus des consommateurs qui est capté par les producteurs. Donc les producteurs, eux, ils voient leur bien-être augmenter. Leur bien-être, on l'évalue à leur profit. Donc ils ont un profit plus grand, évidemment, puisqu'ils vendent plus cher. Mais le problème, c'est qu'on remarque que les consommateurs, ils ont perdu davantage en termes de bien-être que n'ont gagné les producteurs. Donc il ne s'agit pas d'un simple transfert, il y a une perte de bien-être au niveau global. C'est ce que je mets à la fin. Il y a donc une perte générale de bien-être pour l'ensemble du pays. Et sans parler du fait que on peut se poser des questions sur, je dis ça au passage, hein, on peut se poser des questions sur la légitimité d'un tel transfert. Hein, au nom de quoi les producteurs, parce qu'ils en ont le pouvoir, seraient légitimes à, de force, prélever une partie du bien-être des consommateurs évalués en argent, hein, pour tout simplement augmenter leurs profits. Bon, toutes les politiques de la concurrence, hein, la concurrence en général, vise précisément à faire en sorte que ce soit le bien-être du consommateur qui soit maximum, et pas du tout celui du producteur. Donc le fait de mettre en place, là en l'occurrence des mesures protectionnistes, ça avantage certains producteurs et ça nuit aux consommateurs. Alors on va essayer de montrer ça d'un point de vue graphique. Alors, hop. Alors j'espère que ça a marché. Donc, regardez, graphiquement, comment on peut observer cette situation? Nous avons donc un marché, donc prix sur l'axe des ordonnées, quantité sur l'axe des abscisses, comme d'habitude, une courbe d'offre croissante, par définition de ce que c'est qu'une courbe d'offre, une courbe de demande décroissante, un premier prix qui est le prix mondial, donc ça c'est le prix qui s'établit au niveau mondial, en libre-échange. C'est ce que je mets ici. Le prix, c'est le prix auquel les consommateurs nationaux peuvent acheter le bien avant la mise en place des barrières protectionnistes. Là, on suppose que le pays est en libre-échange. Donc les consommateurs, ils achètent le bien au prix mondial. Donc il y a une partie de la demande qui est satisfaite par les importations. Et que ce soit en important ou en achetant nationalement, c'est le même prix. Ensuite, donc nous avons la quantité Q1 qui représente la quantité qui va être, comment dirais-je, achetée par les consommateurs nationaux.
ce que j'ai mis ici. Donc les consommateurs nationaux achètent la quantité Q1 aux producteurs nationaux. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que la courbe d'offre est ici, c'est la courbe d'offre du pays, c'est la courbe d'offre nationale. Donc la demande qui est ici, qui est la demande nationale, vous voyez bien qu'elle est supérieure à l'offre. Mais cette demande excédentaire va quand même être satisfaite par des importations. Donc on va faire venir les produits qui manquent, les biens qui manquent pour satisfaire la demande, on va les faire venir de l'étranger. Donc la quantité qui va être alors importée représente l'écart entre Q2 et Q1. Vous voyez? Si on prend juste Q2, on va compter 2 fois Q1. Donc la quantité importée, c'est la différence entre Q1 et Q2, c'est-à-dire Q2 moins Q1. Donc, la demande des consommateurs nationaux n'étant pas totalement satisfaite, ces derniers vont importer la quantité Q2 moins Q1. Alors peu importe ce que c'est, hein, mais c'est bien l'écart entre Q2 et Q1. Ensuite, nous avons un deuxième prix, c'est le prix qui va s'établir après la mise en place des barrières protectionnistes. Donc on va parler ici de prix de marché pour désigner le prix du bien au niveau national, puisque désormais c'est pas le prix mondial qui va s'appliquer, ça va être le prix qui va résulter de la mise en place des mesures protectionnistes. C'est ce que je mets ici. Donc le prix de marché, c'est le prix qui va s'établir sur le marché national. Le bien peut être acheté à des producteurs nationaux ou à des producteurs étrangers, via donc les importations. Mais les biens importés subissent des droits de douane et sont donc vendus plus cher. De même, si les quantités importées sont limitées, c'est-à-dire recours à des quotas, le bien devient plus rare par rapport à la demande, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui fait monter son prix de vente. Dans les deux cas, le prix du bien est plus élevé en présence de barrières protectionnistes. Ça explique pourquoi ici on voit que le prix de marché est supérieur au prix mondial. Vous voyez, plus on va vers le haut sur cet axe évidemment, plus on a affaire à des prix élevés. Alors maintenant on va voir que la mise en place de ces barrières protectionnistes font disparaître le prix mondial, hein, qui va converger, comme vous pouvez le constater, regardez. Alors, la mise en place des barrières protectionnistes fait augmenter le prix de vente du bien sur le marché national. Il n'y a pas de E à national. Les quantités demandées se réduisent alors que les quantités offertes augmentent. Donc là, vous allez voir que le prix va augmenter du fait de la mise en place des mesures protectionnistes. Hop, hop. Eh bien, il augmente progressivement jusqu'à ce qu'on atteigne le prix de marché annoncé tout à l'heure. Je vous le refais. Hop, on remonte. Maintenant, on va comparer la situation avant et après la mise en place des droits, des mesures protectionnistes. Donc, avant la mise en place, consécutivement plutôt à la mise en place des barrières protectionnistes, on constate que la hausse du prix fait baisser plutôt la quantité demandée, c'est-à-dire diminuer les importations. Avant, on était à ce niveau-là de prix mondial, on va jusqu'à la courbe de demande, et on aurait dû importer la quantité Q2 moins Q1, d'ailleurs que j'ai pas fait figurer, mais il va revenir tout à l'heure. Le fait que le prix augmente, ça fait qu'on se déplace le long de la courbe de demande et que on se rapproche du prix de marché. Mais ce faisant, la quantité demandée, évidemment, diminue. C'est un déplacement classique de courbe, hein, vous connaissez ça très bien. Quand le prix augmente, la quantité demandée diminue. Mais là, on voit bien que vu qu'on est au-delà de la courbe d'offre, la quantité demandée, en l'occurrence, c'est les importations. Donc plus le prix augmente, plus la quantité importée diminue en fait. C'est pour ça on se décale toujours pour se rapprocher de zéro, mais là on s'adresse plus particulièrement aux importations. Donc il y a une baisse des importations suite à la hausse du prix. Parallèlement, on a une augmentation de la quantité offerte par les producteurs nationaux. Donc, d'autre part, hein, la hausse du prix de vente passant du prix mondial au prix de marché, ça fait augmenter la quantité offerte par les producteurs nationaux. On passe de Q1 à Q4. Pourquoi? Bon, bah ça vous fait des rappels sur pourquoi la courbe d'offre elle est croissante, mais l'idée c'est que puisqu'on peut vendre plus cher, il y a davantage d'entreprises qui vont se retrouver rentables
voilà, en vendant du bien, du bien considéré. Là, c'est un graphique général. Donc, si le prix de vente augmente, bah, il y a des chances pour que des entreprises se mettent à rentrer sur le marché parce qu'elles peuvent désormais être rentables. Ce faisant, ça va augmenter la quantité offerte sur ce marché. Donc, la hausse du prix attire de nouveaux producteurs. C'est pour ça qu'on passe de Q1 à Q4 et qu'on se déplace le long de la courbe d'offres vers le haut, faisant augmenter la quantité offerte. Donc, je continue. Alors là, attention, on revient sur la notion du surplus. Alors, petit rappel de définition. Le surplus du producteur, pardon, le surplus du consommateur dans un premier temps. Le surplus, c'est la différence entre le prix auquel était prêt, le prix qu'était prêt à payer le consommateur et le prix qu'il va vraiment payer. Donc, en gros, le consommateur, il arrive, il a une idée déjà de ce qu'il est prêt à mettre pour acheter une certaine quantité de biens, mais il ne sait pas forcément encore quel va être le prix. Et il suffit que le prix de vente qui se présente à lui soit inférieur à ce qu'il était prêt à mettre, et quelque part, il fait une sorte de bénéfice, on va dire, symbolique, on pourrait dire, hein, puisqu'il était prêt à y mettre plus cher, mais finalement, il paiera moins cher. Donc c'est l'écart entre le prix de vente qui se présente réellement et ce qu'il était prêt à mettre qui représente le surplus. Et évidemment, il y a une infinité de situations, puisqu'il y a plein de consommateurs qui avaient des préférences différentes. Donc il y avait un consommateur, il était prêt à payer très très cher, finalement, le prix, il sera beaucoup plus bas. Donc il fait un surplus très très grand. Il y a un autre consommateur ici, par exemple, il était prêt à payer un peu moins cher, mais c'est quand même bien supérieur au prix qu'il va effectivement payer. Et plus vous avancez, plus vous avez affaire à des consommateurs qui étaient plus exigeants, qui étaient prêts à payer un peu plus cher que ce qu'ils allaient vraiment payer, jusqu'à ce que le dernier consommateur ici était prêt à payer un certain prix qui est précisément le prix mondial, qui est précisément le prix qu'il va payer. Et là, on s'arrête. Donc vous voyez bien, c'est toute cette surface, tous ces écarts en fait à l'infini, ça fait plein de petits traits comme ça, qui font qu'on peut considérer que ça représente une surface. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc le surplus du consommateur. Mais ça, c'est son surplus avant la mise en place des mesures protectionnistes. Vous voyez bien, c'est un grand triangle bleu. Alors voyons voir ce qui se passe maintenant au niveau du surplus du producteur. Donc le surplus du producteur, là, c'est un peu différent. C'est l'écart entre le prix auquel était prêt à vendre le producteur, et le prix auquel il va vraiment pouvoir vendre. Puisque je vous rappelle que dans un marché de concurrence pure et parfaite, le prix s'impose aux agents, hein, puisque les agents sont price takers. Donc le producteur, c'est pareil. Lui, il aimerait bien choisir son prix, mais il n'a pas le choix. Donc son prix, il a des préférences en matière de prix, mais c'est pas lui qui choisit. Donc de la même façon, un producteur pouvait être prêt à pratiquer un prix très faible, par exemple ici, vous voyez, à ce niveau-là de prix, hop, mais en vérité, il va pouvoir vendre beaucoup plus cher que que le prix qu'il était prêt à pratiquer. Donc il fait un bénéfice plus grand que ce qu'il espérait. Donc ça c'est super pour lui. On se déplace le long de la courbe. Là, on a un prix un peu plus grand. Donc il était prêt à pratiquer ce prix-là, le producteur. Mais finalement, il va pratiquer ce prix-là. Donc il fait un bénéfice supérieur, pareil, à ce qu'il espérait. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier producteur était prêt à pratiquer un certain prix de vente qui est précisément le prix de marché, ou le prix en tout cas qui s'établit sur le marché. Donc, et là ça s'arrête. Donc ce triangle-là, on l'appelle le surplus du producteur, de la même façon que pour le consommateur, c'est l'écart à chaque fois. Donc, il y a une infinité de petits traits là, qui représentent les écarts de prix entre le prix pratiqué et le prix qu'il aurait été prêt à pratiquer. Ça nous fait une surface qu'on appelle le surplus du producteur. Mais tout ça, évidemment, c'est encore avant les mesures protectionnistes. Donc on va voir ce qui se passe une fois que le prix change, le prix se déplace. Donc on suppose que le prix se mette à augmenter puisqu'on met en place les mesures protectionnistes. Donc ça va faire que le surplus du consommateur va diminuer et le surplus du producteur va, lui, augmenter. Donc regardez, hop, on fait un petit déplacement. Donc là, on suppose que la séparation des deux triangles, c'est le prix de vente qui augmente. Hop, hop, et hop, on arrive jusqu'au nouveau prix. Je vous le refais. On était là. La hausse du prix fait que le surplus du producteur augmente, le triangle rose augmente, en violet, et le surplus du consommateur diminue. Hop, et hop. Et on se stabilise au prix du marché.
Donc on constate qu'il y a une baisse du surplus du consommateur, une baisse de bien-être, hein, du fait qu'il va subir un prix de vente plus élevé, et une hausse du surplus du producteur qui lui va pouvoir vendre plus cher. Alors, donc cette partie en vert là, donc vert est un peu, bon là c'est une drôle de couleur parce que les deux couleurs se superposent, vert et rose clair. En tout cas cette figure là qui fait, c'est un trapèze, ça représente la perte de surplus du consommateur. D'accord, la mise en place des mesures protectionnistes entraîne une perte de surplus pour les consommateurs qui s'évalue à cette surface-là. On pourrait l'évaluer monétairement, hein. D'ailleurs, on va donner quelques chiffres après pour une illustration concrète. Et ça, c'est ce que perdent les consommateurs. Ensuite, il y a un gain. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a un changement de couleur ici, là, ça devient un peu plus orangé. Il y a un gain en matière de surplus pour les producteurs. C'est ce trapèze-là. Je vous le fais clignoter un peu, et hop. Donc, ce trapèze-là, c'est un gain de surplus pour les producteurs nationaux grâce à la hausse du prix. Donc on voit que les producteurs nationaux, eux, ils ont un profit plus élevé du fait de la hausse du prix du bien qu'ils vendent. Tout ça grâce aux mesures protectionnistes. Ah bon, il n'y a rien d'autre après. Donc bon, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce graphique, à savoir que on constate donc que certaines mesures protectionnistes ont des effets négatifs, surtout pour les consommateurs. Voilà. Donc ça peut être un argument pour critiquer le protectionnisme. Alors comme il vous faut des illustrations, on va en voir une tout de suite. Hop. Donc une illustration. Bon, par exemple, les États-Unis pratiquent des quotas sur les importations de sucre. Donc c'est un vrai exemple, hein. Le prix d'une tonne de sucre au niveau mondial, alors tout ça, ça se passe en 2014, est de 496 dollars, voilà, en 2014. Et normalement, les États-Unis auraient dû importer 6,2 millions de tonnes de sucre. On évalue que la demande américaine, elle aurait dû impliquer des importations de 6,2 millions de tonnes de sucre, sachant que les producteurs nationaux, eux, ils offrent déjà 7,4 millions de tonnes de sucre. Pour ce prix-là la tonne. Mais, je viens de vous dire qu'il y a des quotas. Donc, mais la mise en place de quotas d'importation de sucre fait monter le prix de la tonne de sucre. Car, effectivement, le sucre se fait plus rare, puisqu'on n'importe pas autant qu'on veut. Donc seuls ceux qui peuvent se permettre de payer un certain prix, plus élevé, vont pouvoir en importer. Ça fait monter le prix de la tonne de sucre à 747 dollars. Évidemment, les producteurs américains, ils produisent plus pour 496, hein, ils s'alignent tout de suite sur le prix le plus élevé pour faire un maximum de profit. Donc le prix passe bien à 747 dollars la tonne de sucre pour tous les consommateurs américains. Donc pour ce prix, la demande de sucre diminue. Voilà, puisqu'on a dit tout à l'heure que quand le prix augmente, la demande diminue, donc c'est bien, c'est vrai, hein, ça se vérifie souvent dans la réalité. Les importations passent alors à 3,4 millions de tonnes de sucre, puisqu'effectivement, la demande excédentaire qui n'est pas satisfaite par les producteurs américains, bah, c'est des importations. Donc là, il y a bien une diminution des importations parce que la demande diminue à cause de la hausse du prix. Donc les importations passent à 3,4 millions de tonnes de sucre, et pendant que les producteurs nationaux augmentent la quantité qu'ils offrent à la vente. Donc là, on l'a aussi expliqué, hein, le fait de vendre plus cher la tonne de sucre, ça attire des nouveaux producteurs américains qui deviennent rentables, qui se disent que c'est un marché qui rapporte, donc ils se mettent à fabriquer du sucre. Donc les quantités offertes par les producteurs nationaux, enfin, les producteurs américains, passent à 4,8 millions de tonnes de sucre, voilà, désormais. Le consommateur est donc obligé de payer plus cher le sucre, ce qui entraîne un transfert de richesse des consommateurs vers les producteurs. Alors là, c'est les producteurs nationaux, mais aussi étrangers. Les producteurs étrangers récupèrent aussi une partie de cette hausse des prix. Mais bon, c'est un peu compliqué, on ne va pas s'attarder là-dessus, vous n'avez pas besoin de ça. Dans ce cas, la perte de surplus des consommateurs représente près de 3,5 milliards de dollars pour l'année 2014. Donc voilà, des économistes ont fait une estimation de cette perte de surplus, et on évalue que les consommateurs américains, du fait de la hausse des prix, ont perdu dans leur ensemble 3,5 milliards de dollars à cause de cette hausse des prix.
Donc il y a une grosse partie de cette somme d'argent qui a été récupérée par les producteurs nationaux et étrangers. Donc voilà, on peut considérer que c'est injuste parce que bah, les consommateurs ils doivent bénéficier de prix plus faibles. Voilà. Donc c'est pour ça que les mesures protectionnistes comme les quotas sont très critiquées parce qu'elles sont nuisibles pour les consommateurs, pour le bien-être des consommateurs. Donc voilà, on va voir les autres arguments pour critiquer les mesures protectionnistes dans les vidéos suivantes. A plus tard.